Hello! Aujourd'hui, on va pas parler d'une œuvre, mais d'une série d'une artiste qui a affolé les historiens de l'art. Aujourd'hui, cette série, ça va être un prétexte pour moi de te raconter un peu cette histoire rocambolesque. Vraiment, quand j'ai découvert tout ça, ça m'a choquée et ça a bien remis mon histoire de l'art en question. Et je me suis dit qu'il fallait absolument t'en parler. Et puis pour ancrer un peu plus tout ça, illustrer tout ça, on va parler de cette série qui s'appelle Les 10 plus grandes. Une série donc de 1907 créée par Hilma af Klint. Peut-être que vous en avez entendu parler il n'y a pas si longtemps parce que c'est vrai qu'elle commence à gagner pas mal en popularité. C'est une artiste suédoise. Perso, je l'ai découverte avec la vidéo de Margot Brugvin que je vous recommande évidemment. Donc j'entends parler de cette artiste, mais je prends pas forcément le temps de faire mes recherches de mon côté jusqu'à ce calendar. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est une grosse découverte et un énorme coup de cœur pour moi. L'histoire de ses peintures, mais aussi de l'artiste, sont hyper intéressantes. Donc déjà, je vais vous présenter brièvement les 10 toiles. Elles font partie du groupe 4, d'un ensemble beaucoup plus vaste, mais on en parlera après. Et du coup, chacune a un numéro. D'abord, on a le numéro 1 et 2 qui sont l'enfance, le numéro 3 et le numéro 4 qui sont la jeunesse, le numéro 5, 6 et 7 qui sont l'âge adulte, et le numéro 9 et 10 pour le vieil âge. Évidemment, petit point biographique avant d'analyser cette série, sinon ça va être compliqué de la comprendre. Hilma af Klint, elle naît en 1862 dans une famille aristocratique, principalement composée d'officiers navals. Elle reçoit une éducation classique des jeunes filles de sa classe sociale, mais aussi à la maison, on va lui enseigner les mathématiques, l'astronomie et la navigation. Et elle sera aussi engagée dans sa pratique artistique, si bien qu'elle va rentrer à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm, qui fait partie d'une des rares écoles d'art en Europe à autoriser l'accès aux femmes. Pendant ces années d'études, ça va être une très bonne élève, mais elle produit absolument pas ce que je viens de vous montrer en début de vidéo. Son truc, c'est les paysages et les portraits, vraiment des sujets très classiques et qui correspondent un petit peu à ce qui se passe à ce siècle, tout simplement. Enfin, ce siècle, à cette époque. Je le rappelle, donc, on est à la fin du 19e siècle et l'abstraction dans l'histoire de l'art occidental, je précise occidental, ça n'existe pas vraiment. La naissance de l'abstraction, elle est souvent abordée avec 3 gros personnages qui sont Kandinsky, Malevich et Mondrian. Et les historiens de l'art, ils avaient établi cette naissance entre 1910 et 1920 à peu près. Mais en intro, là, je viens de te dire que cette série d'œuvres abstraites, elle date de 1907. Donc on commence à se rendre compte assez facilement pourquoi sa production, elle a remis en question une histoire de l'art qui est écrite depuis des décennies. Mais du coup, ça va aussi amener d'autres questions de type comment elle est passée de son art figuratif à l'abstraction et pourquoi on l'a pas connue plus tôt. Déjà, les premières œuvres abstraites, elles arrivent en 1906 et l'origine de cette création, elle est très liée aux avancées scientifiques, mais aussi à une tendance de l'époque qui s'intéresse beaucoup au spiritisme. D'un côté, on a la science qui constate que le monde n'est pas fait que de matière tangible, exemple, vous ne pouvez pas toucher la lumière, et par conséquent, on n'a pas du tout percé les mystères de notre monde. Et de l'autre côté, on a cette mode du spiritisme qui se pratique en séance et qui est plutôt commune à l'époque. C'est pas un truc bizarre ou quoi que ce soit, c'est vraiment une tendance qui arrive en Europe et qui va beaucoup fleurir en Suède notamment. Au final, cette pratique, elle est pas si éloignée de la science, dans le sens où c'est une pratique qui a une recherche pour comprendre et voir le non visible, le non tangible. Af Klint, elle est très intéressée par la science comme pouvait l'être un Léonard de Vinci par exemple, mais aussi par ce spiritisme qu'elle commence à pratiquer lorsqu'elle a 18 ans, après le décès de sa petite sœur. Au début, c'est un moyen pour elle d'essayer de communiquer avec malheureusement sa petite sœur, mais très vite, la pratique va l'intéresser au sens général et elle va souvent se réunir avec 4 autres femmes et elles vont s'appeler les 5. En français, il traduit ça par le groupe des 5, donc on va garder ça. Pendant les séances, elles essayent de rentrer en communication avec des esprits qui les guident dans leur création.
En fait, mais là vraiment je fais que des découvertes en faisant ces recherches, mais bien avant les surréalistes, elle pratique déjà ce qu'on va appeler l'écriture et le dessin automatique, c'est-à-dire de laisser libre cours à ses pensées sans réfléchir et d'apposer sur papier tout ce qui nous sort de la tête. Ici, c'est fait à l'aide de ces fameux esprits avec lesquels elle communique. Dans ces séances, elles ont identifié ces esprits avec lesquels elle communique régulièrement. On a Amaliel, Ananda, Clémence, Esther, Georges et Grégor. Ces esprits, ils permettent à ces femmes de les guider dans leur pratique artistique, et puis pour Eve Klimt, ça lui permet aussi de sortir des conventions d'une éducation en école d'art. Elle va tout noter et analyser dans des carnets, ce qui fait qu'aujourd'hui on connaît tout le processus qui l'a amené à créer ces œuvres abstraites, puisque c'est via ces séances que ces femmes vont recevoir un message des esprits pour un énorme projet de création. Et là, je vous demande, pour les plus sceptiques d'entre vous, je suis pas forcément quelqu'un qui croit aux esprits, etc., mais je trouve que ce processus est hyper intéressant, donc je vous demande quand même une certaine ouverture d'esprit pour essayer de comprendre un petit peu tout ça et de décrypter comment ces toiles ont été créées. À partir de 1904, on a Ananda qui va lui dire qu'elle sera appelée pour convertir le monde spirituel en peinture. La même année, Georges explique qu'elle va être demandée pour créer un temple où devront être exposées ses peintures. Et les autres membres vont aussi recevoir une demande de création de peinture, mais elles vont toutes refuser parce qu'elles ont trop peur de l'implication et de la symbolique de cet engagement, et elles vont toutes déconseiller Eve Klimt en lui disant que ce projet risque de la mener vers la folie et que c'est super dangereux et qu'il vaut mieux éviter. Mais Eve Klimt, elle veut quand même réaliser cette tâche, et c'est en 1906 que les esprits lui commandent officiellement une série de peintures pour ce futur temple. Elle devra alors accorder 1 an de sa vie pour mener à bien cette mission. Tout le cahier des charges est décrit dans ses carnets, et l'ensemble de cette série va s'appeler Peinture pour le temple, et ça va former un total de 193 tableaux, c'est juste énorme. Et du coup, dans cette série, on a plusieurs groupes, tout est vraiment très bien rangé, tout est classé, etc. etc. Et donc, dans ces groupes-là, on a le groupe 4, avec les 10 plus grandes, qu'on va regarder un peu aujourd'hui. Donc, guidée par ses esprits, elle va commencer sa production, mais peu à peu, elle ne va plus dessiner automatiquement via les esprits, mais elle va peindre d'elle-même en abstraction et essayer d'interpréter ses messages spirituels en peinture. Entre octobre et décembre 1907, elle peint ses 10 toiles d'un format gigantesque. Donc elle les peint extrêmement vite, enfin vraiment c'est un rythme effréné qu'elle a, c'est super impressionnant. Et le but, ça va être d'offrir au monde un aperçu du système en 4 parties de la vie d'un homme, aka les âges de la vie. Elle va se concentrer sur les différentes étapes d'une vie en connexion avec l'univers, ce qui explique pourquoi vous avez des formes très géométriques qui peuvent rappeler des schémas en physique par exemple. Et comme ce sont de grands formats, on sait, de par la présence de traces de pieds, qu'elle devait poser sa toile au sol, chose qui n'est absolument pas courant à l'époque et qui est souvent associée à des pratiques qui arriveront bien plus tard. Concernant la signification de ces œuvres, vous allez être un peu choqués parce qu'en fait, tout dans ces toiles a une signification et elle-même ne sait pas ce que tous ces symboles, ce que toutes ces couleurs, toutes ces formes représentent, et ça va être le fruit de ses recherches pendant toute sa vie où elle va essayer de comprendre ce langage spirituel. Il y a quand même quelques exemples de signification, même si encore aujourd'hui, on n'a pas du tout décrypté. Donc par exemple, le bleu, c'est ce qui va relever de la féminité, le jaune pour la masculinité, le rose, c'est le monde, et le motif de spirale, c'est pour traduire le mouvement par exemple. Mais il y a plein d'autres symboles et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Au final, cette grande série dans son ensemble va s'étaler dans le temps et elle produit toutes ses œuvres en secret, mais on va nuancer ce point. Évidemment, l'abstraction à cette époque, c'est pas du tout commun et elle le sait. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont pu dire que ses œuvres ont toujours été cachées, mais j'ai appris dans un documentaire plutôt récent sur elle que je vous conseille évidemment, qu'elle a pu les montrer dans sa sphère privée, mais surtout on a découvert, je crois que le documentaire disait 2019, qu'elle avait présenté lors d'une exposition à Londres en 1928 ses œuvres pour la conférence mondiale de la science spirituelle. Et pourtant, ce n'est qu'en 1986, à l'occasion d'une grosse exposition dans l'histoire de l'art qui s'appelle « Du spirituel dans l'art », qu'on va vraiment la redécouvrir.
Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 1928 et 1986 ? Eve Klimt, elle savait que sa peinture était trop révolutionnaire pour son époque, donc dans son testament, elle avait demandé à ce que ses toiles et ses carnets de recherche ne soient présentés que 20 ans après son décès. Son testament sera respecté, mais en fait, de sa mort à 86, il y a 40 ans qui se sont écoulés après son décès. Donc, pourquoi pas avant 1986 finalement ? En fait, pour les institutions de l'époque, ces œuvres, elles n'étaient pas forcément dignes d'intérêt et pas forcément considérées comme de l'art, parce que de un, c'est une spirit. Dans son testament, elle a interdit toute vente de ses œuvres, donc elle n'a pas de valeur sur le marché. Ses œuvres, elles ont jamais été vues et donc on pense qu'elle n'a jamais été exposée. Les personnes de ces époques-là ne connaissent pas Eve Klimt, ne savent pas ce qu'elle crée, c'est une inconnue pour eux. Et puis évidemment, le petit bonus, c'est une femme, et l'ensemble de ces raisons, ça va amener à la conclusion qu'elle n'a pas d'intérêt. Et ce qui est assez hypocrite, c'est que l'aspect spirit soit un blocage pour qualifier ces œuvres d'art, surtout quand on sait que ces fameux anciens pères de l'abstraction ont aussi des liens avec le spirituel. Je suis pas forcément rentrée à fond dans toutes les théories spirituelles auxquelles elle appartient, mais là ça va être un petit peu l'occasion, mais je vais pas trop rentrer en détail pour pas vous perdre. Par exemple, tout comme Eve Klimt, Kandinsky, il utilise l'anthroposophie, qui sont des exercices pour accéder au monde du non-visible. Mondrian, lui, il faisait aussi des séances de spiritisme, et c'est aussi un adepte de la théosophie. Donc en somme, en fait, on se rend compte que le spirituel et l'ésotérisme ont fait partie de la naissance de l'abstraction. Et petit fun fact pour finir, en 2018, le Guggenheim Museum de New York y propose une énorme exposition sur Eve Klimt, et on se rend compte en lisant ses carnets que l'architecture du musée correspond à ce qu'elle aurait fait pour le fameux temple où devaient se trouver ses peintures, mais qui malheureusement n'existera jamais. Elle voulait un temple tout blanc en albâtre, de forme circulaire, avec un escalier intérieur en forme de spirale, et au centre une tour d'astronomie. Sur les murs devaient se trouver toutes les peintures de cette énorme série qui devaient en fait accompagner un cheminement spirituel vers le sommet de ce temple. Au Guggenheim, il n'y a pas la tour d'astronomie, mais quand même on a cette fameuse forme circulaire que souhaitait Eve Klimt, et d'ailleurs c'est l'expo qui a amené le plus de visiteurs de l'histoire de ce musée, comme quoi sa production était intéressante au final. Bref, en tout cas pour moi ça a été un énorme coup de cœur. J'espère que j'ai pu vous donner envie de vous intéresser à Hilma af Klint. J'avais peur, notamment en faisant mes recherches, que tout ce lien avec le spirituel, la science, etc. ce soit des choses qui me bloquent un peu, surtout le côté science, parce que vraiment je ne suis absolument pas scientifique. Vraiment, je pense que j'ai une allergie à tout ça. Et en fait, pas du tout. Là, j'ai vraiment adoré, même esthétiquement. Elle a une palette super vive. Et pareil, pour son époque, avoir une palette aussi saturée, colorée, etc., c'est vraiment pas commun. Et je trouvais que c'était vraiment une artiste formidable, et que ça montre bien qu'il faut toujours remettre en question les connaissances qu'on peut avoir ou les connaissances qu'on nous a enseignées depuis des décennies et des décennies. Donc voilà pour aujourd'hui, la vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude parce que je n'ai pas su résumer en plus petit tout ce que j'avais envie de dire sur elle. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine fois pour la suite du calendar. Salut!